Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Merci à tous de votre présence. Bravo aussi d'être là pour ce sujet d'une importance cruciale aujourd'hui. On va parler d'invention, on va parler d'innovation, avec une question au fond assez simple. Comment naissent les idées? Une question qui pourrait être légère, badine dans un autre contexte, mais et vous en êtes les premiers acteurs. Les bouleversements qui impactent notre société de plein fouet, aujourd'hui naissent, j'en ai la conviction, de notre incapacité à inventer il y a 10, 20 ans tous les sujets qu'on a laissés de côté sur la mobilité, sur le lien social, sur la rénovation des institutions, sur les modèles économiques, par paresse, par manque d'imagination, par manque de volonté de partager, font qu'aujourd'hui, on se retrouve au pied du mur, alors qu'on aurait très bien pu l'éviter. Malheureusement, dans ce paysage, enfin heureusement plutôt,
il y a des gens qui ont la passion d'inventer, la passion de trouver des idées neuves. Et vous avez de la chance parce qu'elles sont cet après-midi toutes devant vous. Je ne parle pas de moi, bien entendu, mais des gens qui sont à mes côtés, que je vais vous présenter brièvement. Donc, nous avons Anne Asensio, vice-présidente Design Experience de Dassault Systèmes. Nous avons Laurent Choin, Chief Leadership Éducation et Culture du groupe Mazars. Il modifiera. Je pense que c'est un imposteur, quelqu'un qui s'est fait passer pour lui, mais qui nous racontera son histoire. Nous avons Cécile Semeriva, qui est directrice innovation de Citeo, et puis l'incroyable Serge Trigano, que normalement on ne présente pas, en général on se prosterne devant lui, qui est cofondateur de Maha Shelter et surtout qui a vécu tant de choses. Alors ce que je vous propose, comment est-ce que ça va se dérouler? Donc il y a cette question cruciale de l'invention, et chacun des gens que nous avons autour de la table ont été des promoteurs ou sont des acteurs aujourd'hui des idées neuves, de l'innovation, et chacun d'une manière différente. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à tour de rôle, je vais moi-même leur poser des questions, les interroger sur comment le processus et comment les idées leur sont venues. Et puis ensuite, nous développerons donc ces questions, ce qui permettra à chacun de ces intervenants aussi de se présenter, de raconter un petit peu leur histoire. Voilà. Et je vais commencer non pas par courtoisie, qui est une forme de machisme, on dira onctueux, mais tout de même, voilà, je vais commencer par Cécile Semeriva, donc qui n'est pas vous, qui est, je me suis trompé, voilà, Anne Asensio, voilà, fallait bien. Non, mais je vais commencer par toi, voilà. Donc, qui est designeuse et que, sans la connaître forcément, dont vous connaissez le travail, puisqu'elle a designé la Mégane Scénic, entre autres, et qui est aujourd'hui chez Dassault Systèmes. Et j'ai lu dans ta biographie quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que tu as fait d'école d'art appliqué, où tu as été très intéressé par la menuiserie et le mobilier. Et ça m'a frappé parce que je connais bien l'histoire de Marcel Dassault, une histoire extraordinaire, telle qu'elle est racontée dans le livre de Pierre Assouline, par exemple, que je vous conseille fortement. Et dans ce livre, il était menuisier à la base. Il a inventé, donc il a eu cette idée de l'hélice à pale inversée, qui lui a fait faire fortune. Donc je trouve très intéressant cette idée de la matière et d'un objet qui n'était pas en 3D, mais qui était quand même déjà un objet qui aurait pu être conçu en 3D, tellement il était parfait. Comment cette intuition, parce que Marcel était quelqu'un qui n'aimait pas voler, qui a ensuite inventé l'aile delta. Donc j'ai l'impression qu'une sorte de boucle est bouclée entre cette hélice à pale inversée et puis ta présence dans cet antre de la 3D. Je te laisse nous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc je vois que tu as bien regardé. Je suis vraiment touchée de cette ellipse parce qu'en effet, je travaille chez Dassault Systèmes, qui est une spin-off de Dassault. Dassault, qui est un de nos pionniers en aviation, créé par Marcel Dassault. Et en effet, l'hélice éclair, elle s'appelle l'hélice éclair, a finalement peut-être probablement aidé notre succès dans les airs et notre réputation en tant que pionnier de l'aéronautique. La question de la menuiserie, ça nous tu parlais de la 3D tout à l'heure, il n'y a pas plus 3D qu'une hélice à deux pales. On est dans la représentation quasi immédiate dans un espace réel d'un objet hyper complexe qui va interagir avec l'air et qui va produire des phénomènes physiques. Et lorsqu'on le fait au niveau de la menuiserie sans 3D à l'époque, c'est avoir l'intuition du comportement qu'aura cette hélice au niveau de la propulsion, au niveau de comment l'air va être évoqué. Là, on touche de très très près, sans pour autant le comprendre, ce qu'est la créativité et ce qui est véritablement la transformation en vue d'une intention entre intuition et savoir, parce qu'il y avait des savoirs, la transformation de la matière.
Donc je voudrais ramener ça à la matière et à la relation qu'on peut avoir avec la matière, le dialogue qu'on élabore avec ce qui nous entoure. Et donc je vais revenir à ce qui me concerne. Je suis chez Dassault Systèmes parce qu'on m'y a invité. Je suis d'abord, avant tout, designer. J'ai dessiné pendant plus de 30 ans des automobiles. Mais dessiner, c'est d'abord et avant tout, pour moi, un alibi à créer. On va revenir là-dessus, je suppose. Donc cette boucle de l'hélice éclair entre transformation de la matière, il s'agissait du bois, mais ça aurait pu être toute autre matière. En automobile, on utilise la claie. En anglais, ça veut dire argile, mais la claie, dans son terme utilisé par tout le monde, en fin de compte, c'est une claie synthétique, c'est de l'argile synthétique. Et c'est du modelage. Donc on y reviendra peut-être, mais ce qui fait l'importance, je pense, pour moi, de la création, et j'espère qu'on y reviendra, c'est pas d'avoir une idée et de manière productive de la traduire et de l'instancier dans un produit qu'on dirait innovant. C'est d'abord et avant tout cette dialectique avec la matière, cette dialectique avec notre environnement, y compris la dialectique avec les êtres humains avec qui on travaille. Marcel Dassault n'a pas fait ça tout seul. Dialectique avec l'outil aussi, parce que j'aimerais bien que tu nous parles aussi de l'activité que tout le monde ne connaît pas forcément de Dassault Systèmes, avec cette modélisation. Et cette idée justement de trouver des solutions avec la 3D expérience, qui est votre cœur de métier, si je me trompe pas. Et donc, comment vous pouvez justement faire vivre des idées neuves en simulation et l'importance de ces outils dans les solutions d'avenir qui se présentent devant nous. Alors là, on touche à un sujet clé. La 3D, c'est pas forcément numérique. On a la chance, je parle ici très intimidée parce qu'on est à la Sorbonne, on a la chance en France d'avoir eu des gens extraordinaires, des chercheurs, des mathématiciens en particulier, qui ont su traduire ce qui se passe dans notre espace réel, des courbes dans des espaces virtuels. Et j'entends bien des courbes, c'est-à-dire des successions de points qui permettent à des lignes qui ensuite construisent des carrés et permettent de faire des surfaces virtuelles. Donc il y a certainement des mathématiciens dans la salle et je ne ferai pas un cours sur les NURBS et sur cette capacité qu'il y avait. Mais construire, et Marcel Dassault était là encore de son vivant, construire ce qu'il avait fait de toute son expérience dans du maquettage, du modelage, que ce soit du bois ou quelle que soit la matière, et de soudainement permettre dans un environnement virtuel, un environnement de référence 3D autonormé, par succession de points, de lignes et de carrés, reproduire le réel. Vous imaginez pas cette rupture. C'est une rupture ontologique d'ailleurs, en ce qui concerne notre civilisation. On sait ce que c'est ça. Par contre, imaginez cette même table dans l'univers virtuel dans lequel elle est représentée, c'est autre chose. Donc le métier a totalement été bouleversé et c'est très récent. Dassault Systèmes fête ses 40 ans. C'est très très peu à l'échelle de toutes ces, ruptures. Et on représente donc en 3D absolument tout. Je vais utiliser un mot barbare, on l'appelle le virtual twin. Ça se traduit en jumeau numérique. On a commencé par faire le jumeau numérique de l'hélice, puis de l'avion. L'avion, c'est très compliqué parce que vous avez des continuités, des courbes qui doivent être parfaitement en symbiose avec l'air que l'avion traverse. Et donc, ça implique que ces courbes doivent être parfaitement orchestrées les unes par rapport aux autres, de façon à ce que les surfaces... Ce matin, il y avait quelqu'un d'Hermès qui disait « il ne faut pas faire plisser les écailles ». Là, on parle de continuité. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune aspérité. Et d'arriver aujourd'hui à se représenter virtuellement absolument tout. Pas seulement les objets, mais la façon dont les objets sont faits, c'est-à-dire les équipes qui les font. Et de voir les maquettes numériques permettre finalement de se représenter, de simuler absolument tout ce qui est possible en réalité d'interagir avec dans la vie réelle. Donc on est là vraiment face à une rupture. Et c'était assez naturel pour quelqu'un qui est designer comme moi de se dire, si cet espace permet de faire tout, il y a une responsabilité, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces ? Donc on fait actuellement chez Dassault Systèmes des voitures, des avions, et on les fait les mieux possible, on les simule pour que quand ils crachent, éventuellement personne ne meurt. Mais aujourd'hui ça va beaucoup plus loin parce que ça questionne la façon dont on pourrait se saisir de ces outils
pour se représenter finalement les enjeux du monde de demain et de l'innovation de demain. Je terminerai, parce que je ne veux pas prendre la parole, je voudrais juste signaler une phrase qui est très connue chez nous, mais que je voudrais livrer ici à cette audience, de Marcel Dassault. Il n'était pas seulement menuisier, je crois qu'il était designer, au sens où on l'entend aujourd'hui au XXIe siècle. Parce qu'il avait compris qu'un objet ne devait pas être simplement représenté dans son utilité et sa fonctionnalité. L'hélice éclair était performante parce qu'elle était pensée de façon efficace. Pour autant, le parcours pour arriver à cette efficacité a été un parcours esthétique. C'est-à-dire, il s'agissait de faire une courbe qui soit belle. Et Marcel Dassault disait, un bel avion vole mieux. Non, mais très sérieusement, c'est très connu. L'aile delta, quand même. Pardon ? L'aile delta, quand même. Écoutez, c'est très simple. Si vous voyez quelque chose qui est mal fait, il marche mal. De toute façon, vous avez absolument totale adéquation entre le fond et la forme. Donc un designer qui fait une forme pour laquelle elle a eu accès au fond grâce à l'outil numérique qui lui permet de se représenter l'exhaustivité, non seulement des intentions de fabrication, du matériau, mais aussi de qui fait quoi quand, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties prenantes d'un projet complexe. Un avion, c'est un projet qui engage énormément de personnes, pour arriver à faire quelque chose qui soit à la fois efficace, utile et beau. Et j'irais même dire, parce qu'on va vers quelque chose qui va beaucoup plus loin, il faut du beau, de l'utile, mais il faut aussi du subtil. C'est que même si c'est beau, mais un petit peu flashy, trop fort, il y a un problème d'adhésion. On est des êtres hyper subtils. Et si on vous donne des offres de propositions formelles, d'expériences d'hôtel, d'interaction avec votre quotidien sur vos services, si c'est brutal, sans charme, sans humour, sans ce petit quelque chose qui fait que vous vous dites quand même c'est sympa, eh bien finalement vous n'adhérez pas. Et en n'adhérant pas, eh bien finalement on a un impact direct et négatif sur nos modes de vie. Donc le design, c'est vraiment le design de la façon dont on habite le monde, pas seulement physique, mais aussi le monde virtuel. Je pense qu'on y reviendra. Le beau se vend mal, disait Raymond Levy, donc on peut aussi ajouter cette dimension. Mais là, c'était vraiment dans un aspect consumériste. Oui, mais en même temps, que le public aime. Quand on aime, c'est aussi pour des raisons qui ne sont pas forcément d'ordre consumériste. On peut aller plus loin. Mais il y a eu un abus de cette idée-là. Peut-on dire qu'il y a un abus de beau quand on voit les voitures dans nos rues? Je me poserai la question. Et justement, je voudrais y revenir parce qu'il y a deux aspects quand même. Je soulignais tout à l'heure le fait que beaucoup des problèmes qu'on rencontrait aujourd'hui venaient du fait qu'on n'a pas su inventer hier. Là, pour le coup, Dassault Systèmes, lancement en 1981, on peut dire qu'il y a quand même eu une vision par rapport à ça qui fait que vous gardez de l'avance. Et l'autre question que je voudrais te poser, allez, je vais te flagorner un petit peu, hein, tu es la papesse de l'automobile, c'est Le Monde qui le dit. Tu es élu meilleur designer automobile par un grand magazine américain en 1997. Est-ce que de passer à la matière, à l'objet concret, un petit peu solide comme ça, qu'on peut croiser dans la rue, à des choses évidemment où l'imagination n'a pas de limite, mais qui n'ont pas cette concrétude de la matière, est-ce qu'il y a une frustration ou est-ce qu'au contraire c'est un saut qualitatif vers des frontières qui permettent à l'imagination de s'épanouir beaucoup plus que ce que tu as pu connaître avec des blocs de métal, des tissus, des choses comme ça? Alors, c'est une question très ample parce qu'il y a une généalogie. La laideur se vend mal. On utilise le design et l'esthétique industrielle. Un Français, Jacques Viennot, a inventé ce concept dans les années 50 de esthétique industrielle, aujourd'hui design industriel. L'idée, c'est un produit se vend mal s'il n'est pas esthétisé. Donc ça, c'est la première base. Mais la question qui est posée, c'est cette vision que porte Dassault Systèmes. 81, c'est tout récent. Dans ce qui pourrait être, pour moi, ce que j'ai vécu, la réconciliation de ce qui avait été décorrélé entre un produit qui serait fait par l'industrie, avec un régime de fonctionnement et d'exécution productiviste, consumériste, associé au marketing, je me permets de le dire, et l'approche de design qui a toujours tenté de résoudre cette équation du bien-être humain, de bien habiter et de bien intégrer les objets du quotidien,
Et cette notion que Papanek, Victor Papanek ou Jacques Viennot ont poussée, ont eu du mal à vivre cette expansion industrielle qui a été connue. Au point que dans le design automobile, que je connais très très bien, les designers étaient associés au style. Mais on leur demandait, écoutez, les ingénieurs venaient, moi quand j'ai commencé, dans les années 80 chez Renault, on nous donnait un cahier des charges, c'était ni fait ni à faire, et on nous disait, faites-nous le joli. Okay, et il fallait styliser un fond qui avait été pensé d'une manière que utile, c'est-à-dire où on n'avait pas associé utile et esthétique. Donc le designer, finalement, il disait « je ne peux rien faire si je ne retouche pas le fond ». Et c'était difficile à l'époque où tout était en physique et qu'on faisait des maquettes en bois, en carton, en clay. La négociation était conflictuelle. Ce que les outils et la vision de Bernard Charlès, parce que c'est Bernard Charlès qui a véritablement porté dès les années 92 jusqu'à aujourd'hui, cette vision qui consiste à faire un environnement virtuel où on collabore, où les designers qui vont peut-être apporter cette vision de l'usage, du subtil, de l'émotion, de l'interaction et de l'expérience, et les ingénieurs qui vont s'assurer quand même que ça marche, parce que à la fin, et que ça soit, je dirais, honnête, éthique, lorsque c'est dans le monde réel, cette vision, c'était de se dire, est-ce qu'on peut le faire virtuellement, les deux ensemble, avant de produire, avant d'engager de la ressource. Donc vous voyez que même dans cette idée de designer virtuellement, il y avait aussi en creux ce qui est les enjeux d'aujourd'hui, c'est de concevoir de manière durable, c'est-à-dire concevoir juste, de manière frugale, d'engager la matière première qu'on extracte de la terre exactement quand on a besoin. Pourquoi ? Parce que ce qu'on imagine est déjà testé, simulé, au plus près de ce qui est nécessaire. Donc cette grande vision, c'est la vision de Bernard Charlès. C'est lui qui m'a d'ailleurs embauché. D'ailleurs, je lui avais posé la question. J'ai dit, mais je vais venir chez Dassault Systèmes. Moi, je fais des voitures. Exactement ta question, Gabriel. J'ai dit, mais moi, je fais des voitures. À la fin, je les conduis. D'ailleurs, j'aime beaucoup les conduire. Je les utilise, je les regarde, je les mets dans ma cour et j'observe les effets de lumière sur les surfaces qu'on a mis des mois à mettre au point. Qu'est-ce que je vais faire avec un univers virtuel ? Il m'a clairement dit, il m'a dit, je sais pas, mais je sais que j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Donc là, vous voyez le visionnaire. Parce que c'est pas quelqu'un comme moi. Il savait qu'il y avait besoin, dans l'équilibre de la proposition virtuelle d'un monde, il faut des designers pour habiter un monde, même si ce monde, c'est un monde virtuel. Et on va parler des métaverses certainement. Un métaverse, c'est un nouveau monde et il va falloir être très, très, très attentif à qui le fait. Et si vous excluez les artistes, les créatifs, les manuels, les gens qui finalement ont un rapport au monde simple et surtout authentique, moi je ne veux pas vivre dans ces métaverses-là. Alors, il y aura plein de questions sur les applications de ces outils sur la société que vont nous poser le panel dans quelques minutes. Je voudrais me retourner vers Laurent, qui est DRH donc chez Mazars, peut-être qu'il me contredira, qui me dit qu'il est complètement autre chose. Avec Laurent, on a quelques points communs. Il n'aime pas fêter les victoires. On se fasse analyser un jour. Et surtout, il est fan de Newsroom. Oui. Et je recommande à vous tous qui êtes là, regardez le premier épisode de Newsroom et la tirade écrite par ce génie qui est Aaron Sorkin sur est-ce que l'Amérique est encore un grand pays. C'est un modèle du genre. On va dire, on s'éloigne du débat, mais non, pas tant que ça. Parce qu'il s'agit justement d'un débat en direct. Et moi, ce que je voudrais demander à Laurent, puisque là, on va parler d'un autre outil, qui est le plus bel outil qui ait jamais été dédié à l'innovation, qui est la table autour de laquelle on se pose pour discuter. Et ce matériel dont on parle, c'est le matériel humain, ce sont les gens. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucun problème sur Terre qui ne soit résolvable dès qu'on met des gens autour d'une table. Et ça, c'est ton travail, puisque tu es DRH, un mot absolument atroce, mais on se doute bien en te voyant que ça va bien au-delà de ça, que tu as des talents pour transformer cette matière humaine en idées fulgurantes que tu nous vas raconter. Mais peut-être un petit mot sur Mazars, etc., pour te situer un peu plus. Oui, non, mais j'ai coutume. En fait, c'est bizarre, on n'a jamais envie de raconter. D'ailleurs, on a un débat qui est ouvert, grand public, donc on ne va pas parler trop d'entreprise.
Juste pour ceux qui ne situent pas, j'ai passé un dîner un jour formidable avec un président du CAC 40 qui buvait mes paroles et j'étais moi-même surpris de ça. Et au bout de 2 heures, il me dit « Mais comment va Mathieu ?» Et alors je dis « Des Mathieu, j'en ai beaucoup. » Et il me dit « Non, mais Mathieu Pigasse. » Je dis « Ah non, mais je ne suis pas Lazare, la banque, je suis Mazar. » Et il m'a pu parler. Donc bon, donc faut nuancer les choses. Si vous connaissez les Big Four, EY, vous voyez, eh ben, on n'est pas l'un d'entre eux. Voilà, ça c'est la définition. On peut le faire comme ça. En 2 mots, l'idée, c'est surtout la question des relations humaines. Moi d'abord, j'y suis venu dans ma vie d'une manière un peu curieuse, c'est-à-dire j'étais pas matheux, j'ai fait un bac, j'étais pas bosseur, j'ai fait une prépa et je détestais l'idée de vendre des produits ou de faire de l'audit. Bon, j'ai une trajectoire un peu bizarre par rapport à ça, mais en fait, à l'époque, pour financer les études, j'avais fait de l'alphabétisation sur des chantiers pour des travailleurs étrangers qui parlaient français comme toi et moi, mais ils ne lisaient pas le français. Et donc, toutes les instructions de sécurité étaient écrites. Et en fait, mon job, c'était juste de leur expliquer ou de leur lire, disons, des instructions. Bon, ils connaissaient leur métier mieux que moi. Donc déjà, ça m'a fait 2 choses. 1, j'ai compris qu'il fallait laisser l'intelligence là où elle est, c'est-à-dire les gens qui font. Et puis 2, à l'inverse, je me dis c'est ça que je veux faire. Donc j'ai déjà démarré dans le métier des ressources humaines en me trompant totalement sur ce que c'était, parce que pour moi, c'est le métier des relations humaines. Et bien sûr, très très vite, plein de gens m'ont dit « Mais non, mais c'est pas ça. Hein. » Et donc, je n'ai eu de cesse dans ma vie que de faire que la réalité ressemble à mon rêve, et non pas mon rêve ne vienne coller à une réalité. Donc oui, c'est les relations humaines, mon métier. J'ai essayé de faire ça et de lutter contre le fait que dans la vie professionnelle en particulier, on vous amène à essayer de vous éloigner de ça. À main levée ici, qui pense que la créativité c'est un don et qui pense que la créativité c'est le résultat d'un effort? Allez, ceux qui pensent que c'est un don. Ouais. Et ceux qui pensent que c'est le résultat d'un effort, d'un labeur. Ah ouais. Moi aussi, hein, je lève la main. Hein, voilà, c'est intéressant parce que vous voyez, regardez, aujourd'hui, vous avez tout un mythe. Alors, c'est toujours servi par des séries télévisées, pas de newsroom, mais et je suis désolé, j'ai jamais regardé cette série, mais je crois qu'il y a une série sur la 1 ou la 2 qui traite des questions des hauts potentiels. Et en fait, le sujet, c'est quoi? C'est qu'on mélange un peu tout, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de haut potentiel? À part que les parents ont tous envie d'avoir un gamin qui serait haut potentiel en feignant que ce soit un problème, en disant putain, pourvu qu'il soit haut potentiel. Bon, dans les faits, parce que en fait, vous voyez, par transitivité, ça voudrait dire quand les parents étaient pas mauvais, quoi. Enfin, je veux dire un truc dans ce goût-là. Donc il y a un truc narcissique bizarre derrière. La réalité, c'est quoi? C'est que d'abord, bon, la notion de mesurer ça, c'est une chose. Et en plus, même si on avait la certitude que, ça ne veut rien dire spontanément. Vous avez des gens dans l'organisation, et puis Anne, elle l'a vécu, je pense, tout au long de sa vie, mais nous tous ici, Serge le premier, qui sont des gens qui, par leur travail, par leur effort, par le labeur, vont obtenir des résultats qui seront bien meilleurs d'ailleurs que des gens qui pourraient être très doués, mais qui de facto vont pas atterrir aux mêmes choses. Je suis à l'inverse pas du tout quelqu'un qui reproche aux gens d'être smart et intelligent, au contraire. Mais simplement, il faut que vous compreniez une chose. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui est un monde qui teste des choses, il y a des renversements de modèles. Et la croyance dans le fait qu'il y aurait des gens très très doués correspond à ce qu'une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck a distingué entre ce qu'on appelle le fixed mindset, une sorte d'esprit statique si vous voulez, et le growth mindset, une sorte d'esprit dynamique. Sauf que le fixed mindset, elle l'associe beaucoup aux gens qui ont tout réussi. Ceux qui ont bien marché à l'école, ceux qui ont bien marché, etc. Alors ceux-là, en fait, en particulier par rapport à une chose qui est l'échec, leur réflexe, c'est la frustration. Ils ne savent pas gérer l'échec. Et au contraire, ils vont avoir beaucoup de mal à le surmonter. Et à l'inverse, des gens qui ont beaucoup échoué, eux, ont tendance en fait à avoir un mode de pensée pour survivre qui est de dire, bon, le fait d'échouer ne me tue pas pour toujours, il faut bien que j'apprenne de ça. La phrase de Mandela qui traîne partout dans les carambars, dans les machins, c'est du style je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Hein. Donc le raisonnement, c'est le suivant, c'est de se dire, nous qui avons toujours mis en œuvre des modèles de réussite, ce que Pierre Bourdieu appelait l'idéologie du don, qui était très fondée sur cette notion que être doué, c'est un don. C'est-à-dire, en fait, être créatif est un don, être inventif est un don, avoir du succès est un don. Donc, en fait, il y a une reproduction sociale derrière. Ça, c'est très remis en cause.
Là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce que dit Microsoft, par exemple, aujourd'hui, qui a totalement abandonné les modèles de compétition interne. Des gens comme L'Oréal ont fait la même démarche. En réalité, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, c'est quoi quelqu'un qui peut réellement demain, par exemple, avoir des charges d'âme, être responsable d'autres personnes? C'est un sujet politique majeur, vous voyez, qui ne se passe pas que dans l'entreprise. Eh bien, très longtemps, disons, jusqu'à il y a très peu de temps, et je vais m'arrêter là-dessus, après on fera plutôt des questions. La réponse à cette question, c'était de dire, en fait, ce sont des gens qui ont un haut potentiel, et si vous le traduisez, ça voulait dire quoi? C'est des gens qui ont été assez malins pour comprendre les codes des dirigeants en place, pour faire que ces dirigeants en place se disent, après tout, c'est cette personne-là, je voudrais bien qu'il me succède, en fait. Vous voyez, l'idée de la transmission, tout ce qu'on veut. Le vrai problème, c'est que ça ne fait pas de place, en réalité, à ce qui, pour moi, est plus important, qui est la notion de classe créative. Et c'est pas de moi, c'est inventé par un urbaniste qui s'appelle Richard Florida. En 92, il écrit sa thèse sur une idée bête. Richard Florida, il vient de Newark, dans le New Jersey, et c'est quelqu'un qui réfléchit en se disant comment ma petite ville de Newark, je pourrais la faire revivre ou attirer des gens, faire que ce soit pas une ville dortoir. Et sa réponse, c'est de dire il faut attirer dans les villes des gens qui correspondent à une population très particulière, qu'on appelle la classe créative. Elle se divise en deux. D'un côté, des gens, c'est Anne par exemple, typiquement, des créatifs professionnels. C'est-à-dire son métier, c'est d'être créative. D'accord ? Mais ceux-là, ils vont attirer d'autres qui sont des professionnels créatifs. Par exemple, les gens de Mazars. C'est-à-dire, c'est des gens dont... Alors, la comptabilité créative, on va se mettre tout de suite d'accord, faut pas trop, hein, on oublie. Mais disons que des gens, des consultants, par exemple, sont des professionnels qui peuvent très bien fonctionner sans être créatifs, mais s'ils sont créatifs, ils vont être meilleurs. Et donc, ça, c'est 28% de la population, nous dit Florida. Et lui, il dit, si vous arrivez à attirer dans vos villes cette classe créative, c'est elle qui crée de la valeur. Alors, plutôt dans des endroits qui ne sont pas les endroits magnifiques. Pour faire court, c'est pas dans le 16e qu'on va faire preuve de créativité. Là, on va plutôt la consommer et puis, en fait, en profiter. Donc, c'est d'aller dans des endroits et on va faire revivre des quartiers. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il décrit? C'est ce qu'on appelle la gentrification. Et puis, Serge va vous l'expliquer encore mieux après, puisque même à Shelter, c'était ça l'idée d'origine. Mais voyez l'idée qu'il y a derrière. C'est de dire... Ce qui est important, ce n'est pas des hauts potentiels qui reproduiraient des codes, c'est des gens qui vont avoir la capacité d'inventer d'autres choses et donc de créer de la valeur parce qu'ils sont comme ça. Alors cette classe créative, si je suis chez Mazars, ou si je suis DRH dans une boîte, je vais essayer plutôt que de regarder ceux qui sont capables de copier les codes des dirigeants en place, ceux qui vont être capables justement de transformer les choses parce qu'ils appartiennent à cette classe créative. Et ils ont 3 caractéristiques. Ce sont des snowball learners, c'est-à-dire des gens qui en permanence apprennent. Vous leur donnez 2 idées, ils en font 5. 2, ce sont des gens qui sont créatifs, non pas dans la conception, mais dans la mise en œuvre. Vous voyez, c'est énorme la différence. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée géniale, mais la manière géniale dont vous la mettez en œuvre, ça va faire la créativité. Et enfin, ce sont ce qu'on appelle des resource investigators, c'est des gens capables d'aller chercher en dehors de la boîte les ressources qui lui manquent pour continuer à la développer. Vous voyez, ce n'est pas du tout les critères qui sont les critères classiques qu'on associe à, disons, des gens qu'on appelle des hauts potentiels. Donc mon métier, ma vie, ça a toujours été d'essayer de détecter ces gens-là, d'essayer de les promouvoir et de leur faire une sorte de place au soleil pour qu'ils puissent aussi changer des organisations, faire que les choses bougent. Voilà. Là, tu parles beaucoup d'individus, assez peu de groupes. On subodore qu'il y a des groupes derrière. Dans une interview au Figaro, tu disais que, en termes de process, et ça m'intéresse en premier lieu parce que j'y vois un parallèle avec les conférences de rédaction qu'on peut animer quand on sort des magazines, tu dis je préfère le quick and clean au quick and dirty. Et justement, alors moi je m'oppose un petit peu à cette doctrine parce que, alors peut-être que tu répondais ça parce que c'était le Figaro, ouais, bien sûr, français. Non. Mais non, ce que je me dis, parce que moi je crois beaucoup personnellement à la part du bordel dans la créativité et le bancal, l'inattendu, l'improvisation, dans justement cette part, le chaos même. C'est peut-être pas très Mazars, mais dans cette part-là, est-ce que c'est quelque chose que tu intègres ou est-ce que tu processes un petit peu cette idée de faire travailler les gens ensemble? Alors tu as raison de dire que Mazars c'est pas le bazar, ça c'est certain, mais le truc c'est que, je veux même le dire avec mes propres équipes, moi j'ai que des gens très jeunes. Mazars c'est 28 ans de moyenne d'âge, pour donner un ordre d'idée, c'est-à-dire un vieux il a 29 ans, quoi. Donc bon... Et moi, je les ai passés il y a 2-3 années. Et donc, on est quelques-uns comme ça à se sentir visés. Mais fondamentalement, moi, j'ai des équipes qui donc doivent correspondre à ça. Donc, mes équipes sont jeunes. Caractéristique, c'est que les gens jeunes
elles aiment le bordel, mais 2, il y a un truc qu'elles n'aiment pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi, par exemple? C'est faire des tâches qui ne te branchent pas. Si on te dit tu dois le faire parce que tu dois, mais franchement, tu n'aimes pas ça. C'est quoi ton choix dans ce cas-là? Choix numéro 1, personne dans cette salle, mais je sais qu'il y a d'autres amphis dans la Sorbonne où c'est le cas. Il y a des gens qui disent je procrastine, je ferai demain, je fous de côté, la poussière sous le tapis. Option A. Est-ce qu'il y a une option B? Oui. Tom Sawyer, vous vous souvenez Tom Sawyer? Je suis désolé, je vais le faire, c'est pas précis, mais Tom Sawyer, un jour, ses parents lui disent tiens, tu vas repeindre la clôture à la chaux plutôt que d'aller jouer avec tes copains à la plage. Bon, alors il doit le faire, il commence à repeindre la clôture à la chaux. Qu'est-ce qui se passe? Ses copains arrivent en disant hey Tom, tu viens, on va à la plage. Bah non, je peux pas, je dois peindre le truc. Mais si vous m'aidez, les gars, je finis plus vite, je peux venir avec vous. Ouais, non, arrête, vas-y, ciao. Bon. Prochain groupe de copains qui arrive. Ses copains fait hey Tom, tu viens à la plage? Non, allez-y les gars, je fais un truc génial. Comment ça, tu fais un truc génial? Tu es en train de repeindre une clôture à la chaux. Il dit ouais, non, mais attendez, vous pouvez pas comprendre. Allez-y, cassez-vous. Non, mais attends, tu repeins une clôture à la chaux. Non, mais vous pouvez pas comprendre. C'est vraiment génial. Bah, laisse-nous faire. Non, attendez, c'est un truc une fois dans une vie, quoi. Je veux dire, non. Non, mais vas-y, laisse-nous essayer. Bon, c'est $5. Et 10 minutes après, il est parti, plus riche, en train de jouer avec ses copains à la plage. Quand tu es confronté... Des RH, hein. Métier où qu'on signe les contrats. Autrement dit, et tu vas conclure la phrase pour moi, quand tu es confronté à devoir faire des choses qui sont pas géniales, pas enthousiasmantes et dont tu n'as pas envie, soit tu les laisses pour demain et ton problème est le même le lendemain, accru avec une envie encore moins de le faire, soit tu fais du quick and clean, c'est-à-dire tu dois aller vite, faire bien et tu te débarrasses du truc. Nous, on embauche 90% de gens qui sortent de l'école. On est un primo-employeur. Ça veut dire que nous allons confronter les gens qui viennent chez nous pour la première fois à la notion d'éthique de travail. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les embarquer sur des mauvaises idées, comme quoi la peine c'est bien. Je veux dire, moi je ne suis pas christique là-dessus, du style il faut souffrir pour que ce soit bon. Mais non, pas du tout. Mais par contre, du coup, il faut les équiper, y compris quand les tâches ne sont pas marrantes, de dire ok, je vais faire que ce que je fais c'est un chef-d'œuvre qui fera un début de carrière, un destin et une âme. Tu vois, si je le fais court. Donc c'est ça l'idée. Savoir ne pas s'emmerder. Très bien, c'est c'est un très très bon résumé. Je te remercie donc pour cette idée, cette façon de servir les uns des autres finalement, et du travail de chacun pour progresser, trouver des idées neuves. Cécile, toi en tant que directrice innovation de Citeo, tu te sers d'un autre matériel, puisque, et tu vas nous raconter ça, tu as un peu identifié des sociétés qui vont nous aider à faire progresser la cause du tri et du recyclage. Alors, il faut savoir que Citeo, c'est une marque que tout le monde ne connaît pas forcément, mais pourtant, c'est une marque que nous sollicitons, qui travaille pour nous à chaque fois que nous plaçons un objet dans la poubelle ordinaire ou dans le bac de tri. On est vraiment dans quelque chose de très important, qui est de transformer les détritus en matière utile. Donc encore une fois, une société qui a été créée en 1992, on y reviendra. C'est important parce que ce sont des jalons qui ont été posés il y a longtemps et qui nous sont très utiles aujourd'hui. Tout le monde n'a pas attendu l'urgence écologique et climatique pour agir. Il faut savoir gré à Brice Lalonde et Franck Ribot à l'époque d'avoir anticipé sur ce grand débat d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter donc le Circular Challenge, cette newsletter aussi que tu fais avec Citeo, qui te permet d'identifier tous ces acteurs forcément qui ne sont pas dans la lumière, mais qui font faire à notre société des progrès au quotidien? Oui, déjà tu as raison. Citeo, c'est un pionnier de ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc de votre bac jaune, un geste que vous effectuez au quotidien pour trier vos emballages et vos papiers. On est une entreprise à mission, on s'est doté de ce statut il y a quelques mois désormais, pour donner un sens à ce que nous réalisons au quotidien. Et pour ma part, et très humblement, et je suis très fière d'être là aujourd'hui, j'ai, avec toute l'équipe de Citeo, contribué à monter un projet qui s'appelle effectivement Circular Challenge. Et l'objectif, en fait, de ce projet, c'est d'aller détecter partout dans le monde
des solutions innovantes sur cette chaîne de valeur de l'économie circulaire, que ce soit la prévention des emballages, le tri, la collecte, le recyclage, le réemploi, l'éco-conception. Tous ces éléments que vous ne voyez pas forcément quand vous faites ce geste chez vous du tri, mais qui sont essentiels. Et il y a énormément de problématiques liées à ça. Et mon job, ce n'est pas d'être créative, moi, puisque c'est le débat du jour, mais c'est d'essayer d'aller chercher les inventeurs, les créateurs de solutions de l'économie circulaire pour rendre ce monde plus durable et préserver la planète et la biodiversité. Et c'est un thème qui nous est très cher. Et donc concrètement, en fait, à partir du moment où on a détecté ces solutions, aujourd'hui on est à presque 2000 solutions dans 90 pays, c'est de les faire croître, de les accompagner, de les accélérer. C'est pour ça que c'est devenu un accélérateur de projets à impact, de manière à ce que les choses fonctionnent mieux demain. Et je dis bien mieux et pas plus. On est bien dans le bien vivre, dans le mieux vivre demain que hier. Voilà, donc très concrètement, ce sont des solutions qui sont assez fantastiques, mais qui ont besoin d'un coup de pouce de la part des industriels, de la part des collectivités territoriales, de la part aussi des pouvoirs publics, mais aussi de vous, parce que par votre geste de tri, vous allez contribuer à alimenter cette économie circulaire et à éviter l'extraction de ressources à la base. Oui, avec des grands progrès qui restent à faire. Hein. Aujourd'hui, on a 68% en moyenne des déchets qui sont recyclables, ce qui est énorme. Mais on n'a quand même que 51% des Français qui trient régulièrement, même s'ils sont 89% à trier. Si vous ne recyclez plus du jour au lendemain, la chaîne s'interrompt. C'est un vrai travail au quotidien, vraiment très important. Et on le voit, par exemple, avec depuis 2 ans, les consignes de tri sont élargies. C'est-à-dire qu'on peut jeter à peu près tout dans la poubelle de tri. Il faut bien entendu respecter les consignes. Mais on voit que c'est quand même un travail à la fois fondamental qui fait des vrais progrès. La consigne du tri élargi en est un. Hein, c'est grâce à tous ces collectes que la recherche a pu être faite pour qu'on élargisse ces consignes de tri. Mais en même temps, tout peut s'arrêter si les gens du jour au lendemain n'en ont plus rien à faire. S'il n'y a pas, d'ailleurs, on peut regretter d'ailleurs qu'il n'y ait pas des campagnes de l'État plus prosélytes pour dire aux gens, voilà, ça va là, ça va là. Pourquoi est-ce que les industriels ne mettent pas des consignes plus grosses? Il faut reconnaître que très souvent, il y a quand même 4 Français sur 5 qui hésitent avant de jeter quelque chose dans le bac de tri parce que c'est souvent pas si simple. Par la barquette de jambon, le dessous se recycle, le dessus pas encore, mais ça va venir. Voilà, après, c'est comme apprendre à nager. Hein. Il y a un moment d'apprentissage qui est difficile. Mais là, c'est comme si on apprenait toute sa vie à nager finalement. Mais le but est grand. Il est petit par son spectacle, mais il est gigantesque quand même par l'enjeu. Ne plus jamais épuiser notre terre nourricière pour recycler, c'est un objectif majeur. Donc moi, j'aimerais bien poser la question. Quel est le taux de recrutement que vous avez autour de Circular Challenge, le nombre de sociétés comme ça qui arrivent vers vous, qui viennent, le nombre de vocations que vous citez, parce qu'on est en train de parler d'inventer, d'innovation. Est-ce que les signes sont encourageants? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de prosélytisme à faire? Alors évidemment, l'enjeu est vertigineux et le geste est simple au quotidien. Des progrès sont faits tous les jours de la part des pouvoirs publics avec évidemment la réglementation, mais les industriels aussi ont pris des engagements extrêmement forts sur les sujets d'amélioration des matériaux. Tu en parlais tout à l'heure, Anne. Et les citoyens consommateurs sont aussi extrêmement conscients, mais on doit les aider. On doit vous aider à simplifier les choses. Il y a l'extension des consignes de tri dont tu parlais. Il est clair que on a encore des marges de progression énormes et pour ça, on a la chance d'avoir les inventeurs, d'avoir les entrepreneurs du changement, c'est comme ça qu'on les appelle chez Citeo, qui sur chaque trou dans la raquette arrivent à nous apporter une amorce de solution. À nous ensuite, collectivement, de pouvoir faire en sorte que ils scale, comme on dit en anglais, qu'ils passent à l'échelle et comment on va leur donner les conditions d'accélération. Et pour ça, on a au-delà des expertises économie circulaire qui sont chez Citeo et ailleurs, il y a tout le
l'enjeu en fait du travail sur les modèles économiques innovants autour de l'usage. Il n'y a pas uniquement la technologie, hein, c'est évidemment essentiel la technologie, mais on ne peut pas transformer le monde avec uniquement de la techno. On doit absolument travailler sur les usages, on doit travailler sur ce qu'on appelle le soft, sur les comportements bien évidemment, c'est des champs de recherche qui sont assez colossaux. Et pour ce qui est des autres solutions, on a aussi sur le sujet de ces modèles innovants un enjeu autour de la mesure de l'impact. Ça veut dire que on peut trouver que tout est formidable et tout est innovant, mais si on n'arrive pas à objectiver ces innovations, en quoi ont-elles un sens, en quoi répondent-elles à un besoin pour nous, mais qui va au-delà de nous en tant qu'individus, mais bien pour le monde dans lequel on vit. Au passage que ton travail est d'autant plus compliqué que tu dois agréger à la fois les fabricants qui font les produits recyclables, les collectivités qui font qu'on ramasse et qu'on recycle, et puis bien entendu le public. Est-ce qu'on peut se permettre d'inciter notre public, justement tous les gens qui sont là, télécharger l'appli Guide du tri qui vous permettra de savoir où jeter quoi? Après tout, tout commence dans notre poubelle. Et donc en fait ce travail d'agréger un petit peu les parties prenantes est aussi, je dirais, le matériel d'innovation dont tu dois te servir au quotidien. C'est la clé. Avant toute chose, avant toute idée, si on arrive à mettre autour d'une table ou dans une même pièce des parties prenantes qui ont parfois des intérêts divergents, des concurrents entre eux, et qu'on arrive à les faire converger vers un objectif commun qui va au-delà de nous, clairement, on arrivera à des solutions. Et c'est ce qu'on a déjà amorcé, qu'on a déjà pratiqué autour de sujets comme la réduction à la source des emballages, comme l'harmonisation des consignes de tri, comme le sujet du réemploi demain des emballages, qui est aussi un sujet en devenir. Et on se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace à partir du moment où on comprend l'autre dans ses besoins, dans ses attentes. Et c'est pour moi, du coup, la clé, cette collaboration et cette co-construction. Alors, travailler avec la société, travailler avec les hommes, travailler avec les machines. On a déjà quand même quelques pistes, quelques process. On va changer un petit peu de registre, on va parler de l'intuition et je vais quitter le tutoiement parce qu'évidemment il est impossible de tutoyer Monsieur Trigano. Il y a du vouvoiement, forcément, il y a du respect. Et moi je trouve extraordinaire parce que vous avez en face de vous, je dis pas qu'il n'y en avait pas pour les autres, mais vous avez en face de vous un homme heureux parce que je trouve, de mon point de vue, c'est à la fois un fils et un père. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à un dessiné? Je vous conseille de lire ce livre, c'est formidable. Enfin, si vous rêvez un jour de créer votre entreprise, voilà, il faut lire. C'est une aventure humaine à nul autre pareil. Et je parlais de l'intuition parce que moi, il y a un épisode que je trouve extraordinaire. Vous citez votre père, Gilbert Trigano, donc on reviendra sur la grande saga du club et bien d'autres, qui disait si l'eau est bonne, il faut construire ici. Et je trouve ça génial parce que là, on n'est pas dans le business plan, on n'est pas dans l'audit, excuse-moi. On est vraiment dans l'intuition la plus pure. Et j'ai l'impression que votre vie, la vie de votre père et de vos enfants avec qui vous avez fait le Mama Shelter, c'est vraiment la consécration d'une intuition. Alors moi, j'adore le Mama Shelter depuis bien longtemps. Pour une raison simple, c'est que je n'aime pas voyager. Le voyage, pour moi, surtout voyage à faire, est un traumatisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film qui s'appelait Voyageur malgré lui, qui racontait justement, c'était un bouquin d'ailleurs, un type qui faisait des guides de voyage, mais qui n'aimait pas voyager. Et ce que je trouve extraordinaire quand on voit Mama Shelter, c'est qu'on a l'impression, où qu'on aille, d'être chez soi. Il y a ce parfum déjà qui est le même partout. Il y a cette ambiance, il y a cette idée familiale. Et à chaque fois, je trouve cette façon que vous avez de happer ce que veulent les gens, la société le plus large, caractérise votre saga familiale et que et que les Français vous aiment pour ça, les banquiers un peu moins, d'après ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous trouvez les idées, ou est-ce que ce sont les idées qui viennent vous trouver? Alors d'abord, tu peux me tutoyer. Parce que j'ai travaillé au Club Méditerranée, on se tutoyait, tout le monde tutoyait tout le monde, donc c'est la première chose. La deuxième chose, pour nous, le Mama, il est né d'une rupture.
J'ai 50 balais quand je suis viré du club. Moi, j'avais fait toute ma vie au club Méditerranée. J'étais né au club, j'avais vu grandir le club. Un jour, on m'a dit, c'est terminé, c'est fini, vous circulez, il n'y a rien à voir. Et à partir de là, j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir 2 fils formidables avec lesquels on réfléchit. Et après avoir hésité à refaire un resort, on se dit qu'il y a peut-être autre chose à faire. On est au début des années 2000, l'Internet vient d'arriver, les low-cost sont en train d'exploser un peu partout, les villes sont en train de se réinventer. Le bord de mer commence à devenir un peu plus compliqué. On nous dit que le soleil, ça donne le cancer. La Méditerranée est moins une mer de paix qu'elle l'a été au début des années 50-60. Et donc, on se dit qu'il faut peut-être faire quelque chose de différent. Et le territoire sur lequel on décide de se poser, c'est les villes. Et à ce moment-là, dans les villes, il y a une hôtellerie classique, standardisée. Je ne vais pas dire du mal d'accord parce que c'est nos partenaires, mais enfin c'est une hôtellerie un peu traditionnelle, une hôtellerie personnelle, familiale qui a du mal à se rénover. Et on se dit, et si on inversait les facteurs, un hôtel jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui le lifestyle, c'est un lieu dans lequel on rentre, on pose ses valises, on prend une douche, on dort, et on sort, et on va manger à l'extérieur et tout. Et nous, on se dit, on pourrait imaginer que l'hôtel redevienne un vrai lieu de vie, et que en fait, les gens de la ville puissent se l'accaparer, se l'approprier, ce qui fait que les touristes, les hommes d'affaires, quand ils vont voyager, quand ils vont se retrouver sur le rooftop de Bordeaux ou de Los Angeles, ils vont être avec les locaux, et ils vont sentir les vibrations de la ville. Et c'est un peu de là que ça part, voilà. En se disant qu'on peut se poser sur des lieux atypiques. Le premier Mama, il est rue de Bagnolet, dans un coin peu probable, pour dire les choses comme elles sont. Voilà. Et bien évidemment, on se heurte au scepticisme complet. Les banquiers m'envoient balader, les mêmes qui étaient à mes pieds et se prosternaient pour me prêter des milliards et des milliards quand j'étais président du club. Le jour où je suis viré du club, m'adressent plus la parole. Les hôteliers avec lesquels on a des contacts nous disent un truc comme ça ne marchera jamais. Voilà. Et je crois que pour créer, il faut pas avoir peur, quoi. Je veux dire, ou faut être un peu inconscient, ou faut pas avoir peur. Et moi, j'ai mis tout ce que j'avais gagné dans mon ancienne vie. J'ai vendu l'appartement qu'on avait acheté au moment de la grandeur pour essayer de financer le projet. Bon, à la fin, entre autres, grâce à Laurent Chehin, la caisse d'épargne accepte de financer le premier Mama. Et ce qui était programmé comme étant un échec s'avère être une réussite plutôt sympathique, ce qui fait qu'aujourd'hui, 25% des hôtels dans le monde sont un peu comme ce qu'on fait nous. Je dis pas qu'on est les seuls. Il y a maintenant toutes les chaînes hôtelières font du lifestyle. Le premier qui avait commencé, d'ailleurs, c'est pas nous, c'est Jan Schreger aux États-Unis avec Philippe Stark au début des années 80. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi, c'est ce type d'hôtellerie atypique. Différent, avec un design un petit peu différent, et en même temps un business model, parce que bon, c'est beau d'avoir des idées, mais si derrière ça marche pas, il y a beaucoup d'hôtels design et autres qui sont créés en même temps que le club, que le Mama, et qui ont disparu parce que ils n'étaient pas profitables. Moi, la chance que j'ai, c'est de travailler avec un fils qui a un rapport avec l'argent assez précis et qui fait en sorte que chaque mètre carré du Mama est à la fois un lieu de convivialité, de générosité, et en même temps un lieu qui rapporte. C'est-à-dire qu'on a supprimé le lobby des hôtels classiques. Il n'y a pas de lobby qui ne sert à rien. On a changé le lieu d'accueil. On y a mis des boutiques pour vendre aussi des produits, donc pour essayer de... Et puis le restaurant tourne pratiquement toute la journée avec toutes les formes de restauration possibles et imaginables, des pizzas à 12 € et des viandes à 50-70 €. Voilà. Et donc ça devient un lieu de partage, de rencontre, ouvert un peu à tout le monde. Et on a plutôt mieux résisté au drame de ces 2 dernières années que l'hôtellerie classique, puisque notre clientèle, elle est en partie locale, et cette clientèle a continué à venir et est revenue dès qu'on a pu réouvrir complètement les restaurants et les hôtels. Il y a une phrase que je trouve formidable dans votre livre qui se trouve vers la conclusion. Vous dites: aujourd'hui, notre problème n'est plus de trouver des financements, mais de garder l'âme des hôtels. Et je trouve ça vraiment incroyable, à une époque où vraiment on est quand même, je dirais que on est quelque part, on subit une sorte d'uniformisation de la pensée économique. Bon, il faut être raisonnable, certes, mais chacun fait de levées de fonds, chacun fait des business plans, etc. On oublie l'âme des choses, et je trouve ça bien que vous mettiez en avant cette idée que aimer les choses est aussi importante que les financer. On peut même se dire finalement, est-ce que c'est si grave de faire faillite? Il faut bien disparaître un jour, mais votre pensée me rappelle fortement celle de Jean-François Bizot, qui a toujours eu envie de faire des journaux qu'il avait envie de lire et pas de faire des journaux qui marchent.
il se trouve qu'ils ont marché, mais il y avait aussi cette façon de capter l'air du temps. Et puisqu'on est en train de se dire il faut trouver des idées neuves, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, votre histoire d'ailleurs, y compris celle de votre éviction, me fait penser aussi à celle d'André Citroën, qui avait des idées de génie et qui s'est fait dégager au moment où il invente la traction avant, parce que les mecs se sont dit ça ne marchera pas, il est devenu fou, il faut le dégager, cette voiture avec une coque unique et sans châssis ne marchera pas. Et au contraire, les mecs n'ont pas su voir qu'il y avait là une idée de génie. Est-ce que vous sentez pas à la fois une vision et un danger dans cette race, ou plutôt auquel pourrait être soumis la race dont vous faites partie, qui est cette race des rêveurs inventeurs qui auront de moins en moins la parole, ou est-ce qu'au contraire vous sentez un vent favorable qui pousserait justement à privilégier l'âme des choses, les idées, plutôt que leur financement? Dans nos métiers, s'il n'y a pas d'âme, on disparaît. Dans les métiers de l'hôtellerie, les gens, ils viennent. Moi, ce que je raconte à nos équipes, c'est qu'on vend plus qu'un repas, plus qu'une chambre. On vend des petites bulles de bonheur. On est une époque compliquée. Il y a la guerre à 2 heures de Paris. Il y a la maladie qui est là, qui part et qui revient. Donc, l'idée, c'est de vendre autre chose que des choses tangibles. Il faut vendre de l'intangible. Faut vendre, voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Et en même temps, d'être profitable. Parce qu'effectivement, si on ne fait que du rêve, du truc, et que l'affaire ne marche pas, on est dégagé. Si, comme on a réussi à le faire jusqu'à maintenant au Mama, et j'espère que ça va continuer, c'est à la fois un lieu. L'idée, c'est que chaque fois que vous rentrez dans un Mama, vous sentez que c'est un lieu différent, et en même temps, on n'a pas standardisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme les Hilton, les Novotel, où vous retrouvez exactement les mêmes choses aux mêmes endroits. Chaque fois, le lieu est un peu différent. Il s'adapte en fonction de l'implantation, de la ville, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a une atmosphère qui fait que quand vous rentrez dans un Mama, que ce soit à Los Angeles, à Rio de Janeiro, demain à Casablanca, ou à peu près un peu partout dans le monde où on est en train d'implanter des Mamas, il y a ces esprits-là. Et il faut continuer à rêver et faire rêver les équipes. On est à une époque où il est difficile de trouver du staff. Hein, c'est un enjeu auquel on est confronté. Au Mama, on s'y débrouille plutôt moins mal que les autres. On souffre aussi, mais plutôt moins. Parce qu'on arrive à faire en sorte que les gars et les filles s'approprient le projet, qui sont dans une boîte qui pratiquement double de taille tous les 3 ans. Ça veut dire donc qu'ils vont pouvoir évoluer avec le Mama, grandir dans cette entreprise. Et en même temps, on essaye de privilégier cette relation humaine qui fait la différence entre une chaîne un peu standardisée qui ne marche qu'avec des process, et puis des lieux de vie qui marchent avec de l'âme et de la gentillesse et du bonheur. Posez-vous des questions entre vous. Moi, j'ai une question, Serge, si tu peux juste expliquer comment vous avez dans les Mamas inventé la lumière dans les chambres. Alors ça, c'est une petite histoire. On a travaillé, comme vous le savez, avec Philippe Stark. C'est Stark qui a décoré tous les premiers Mamas. Stark, c'est un génie qui travaille pour des gens. L'émir du Qatar lui demande de faire un appartement à New York. Il ne sait pas si ça va lui coûter 100 ou 200 millions de dollars. Il s'en fout. Il veut que l'appartement soit prêt à telle date. Donc on travaille avec Stark. Ça se passe très très bien. Stark avance. On va le voir. On discute avec lui. Bon. Et puis un jour, Philippe Stark nous envoie la lampe de chevet qu'il a dessinée. Bon. Et on regarde, et la lampe de chevet, elle coûtait, je sais pas, 150 ou 200 euros. On avait 172 chambres, ça passe pas. Et donc, on va voir Stark, et on dit, Philippe, on est désolé, ta lampe est trop chère. Et Stark a toujours été gentil, adorable, sympa, enfin, qui était là au moment où j'en avais le plus besoin. Me dit, j'en ai marre de travailler pour des pauvres, tirez-vous, vous me faites chier, je veux plus travailler avec vous. On sort du bureau avec Cyril, notre associé, complètement désespéré. On a perdu Philippe Stark. C'est la fin du Mama Shelter avant d'avoir commencé. La vie est belle. Et on est au bureau. Et 2 heures après, l'assistante de Stark appelle et dit « Dieu veut bien vous recevoir ». Parce que quand Stark vous donne l'audience, c'est Dieu qui vous reçoit. Donc on arrive en courant. Et Philippe nous dit, écoutez, vous m'emmerdez, vous me faites chier, mais enfin, j'ai peut-être trouvé une idée. Et Philippe avait envoyé une de ses collaboratrices chez Leroy Merlin acheter une lampe de chantier, et une autre dans un magasin de farce et attrape acheter le masque d'Astérix. Et il avait collé le masque sur la lampe de chantier, et il dit, voilà la lampe de chevet du Mama Shelter. On regarde, totalement improbable, impossible de lire. Bon. Mais enfin, c'est Stark, c'est un génie, donc on fait ça. On met ça dans toutes les chambres. Les journalistes arrivent, à commencer par les Japonais, qui nous feront la couverture des magazines de design au Japon en disant ces types sont définitivement des génies. Ils ont réinventé l'éclairage dans les chambres, ils ont réinventé l'hôtellerie. Voilà, comme quoi quand on n'a pas des moyens, de temps en temps, ça permet d'être créatif.
Merci beaucoup. Il va être temps de passer la parole à notre panel qui piaffe d'impatience. Je sens que ça trépigne sur le banc. Bon, on souhaiterait tous que vous créiez une académie du business, hein, mais voilà, vous êtes... Ah, je sens que c'est dans l'air. Non ? C'est possible. Ah, il y aura peut-être une annonce à la fin de cette conférence. Bon. Alors, écoutez, on va passer un micro et je sais que chacun d'entre vous a prévu de poser des questions à certains de nos interlocuteurs. Ah, je sens que ça tremble, il y a des frémissements. Bonjour. Je m'appelle Emma Lambrecht, je suis élève ingénieure en mathématiques informatique à l'NCE d'Evry, spécialisée en interaction numérique et réalité virtuelle. J'ai une question pour l'ensemble de vous. C'est que faire d'une bonne idée qui n'arrive pas au bon moment ? Que faire d'une bonne idée qui arrive au bon moment ? Qui n'arrive pas au bon moment ? Non, mais l'histoire regorge de ça, en fait. D'ailleurs, je vais répondre avec ma manière, mais je pense que c'est plus Anne, Serge, Cécile qui ont les réponses à ça. Mais c'est pareil, c'était Jean-Luc Lagardère. Vous avez vu Jean-Luc Lagardère dans le petit film, hein, Présentation à la Cité. Donc, c'est un fantôme de la Cité qu'on aime beaucoup. Jean-Luc Lagardère disait « Le leadership, c'est la rencontre du talent et d'une circonstance ». C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui n'avaient absolument pas le talent de leadership, mais les circonstances les ont révélées. Allez, et on va blasphémer dans la paroisse France, là. Franchement, au look, à l'oreille, De Gaulle, Sandek. Quand même, on se dit, c'est pas naturellement le truc, quoi. Et à l'inverse, vous avez des gens de très très grand talent, mais ils n'ont jamais trouvé leurs circonstances. Et vous voyez, c'est cette notion double. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je voulais vous faire démarrer sur la notion d'effort de travail, parce que le don ne suffit pas, pour le coup. Il y a un golfeur célèbre qui s'appelle Gary Player, il a un nom prédestiné quand même, lui, un jour. On lui dit, vous avez quand même vachement beaucoup de chance, hein, monsieur Player, parce qu'il avait fait, je sais plus, je crois qu'il a dû faire 49 trous en un dans sa vie. Et il dit, oui, je m'entraîne beaucoup à avoir de la chance. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi, alors après on peut provoquer des moments, etc., mais fondamentalement, ces deux ingrédients qui ne sont pas la même chose, l'un ne suffit pas, faut avoir les deux. Et je pense qu'on regorge tous d'exemples malheureusement, d'excellentes idées qui ont été inventées trop tôt. Il y a plein de gens qui ont eu des raisons trop tôt. Vous savez, aux caisses d'épargne, en 2007, on a inventé un truc qui s'appelait bénéfice futur. Vous savez quoi ? Vous prenez le texte, c'est aujourd'hui tout ce que les boîtes écrivent sur l'ESG, etc., etc. Les dirigeants de l'époque ont été dégagés, et vous voyez, ils ont eu raison très tôt, et c'était pas le bon timing, en fait. Dans la neige, il y a des traces de renards qui croisent des traces de lapins. Ben, tout est dans le timing. Anne pourrait nous parler de la Tucker aussi, qui était une voiture d'avant-garde qui est née bien avant son époque. Je ne parlerai pas de la Tucker parce que pour le coup, c'est vraiment le classique de l'idée au sens innovation. Je voudrais revenir sur la petite histoire avec Philippe Stark. Il y a un architecte, Christopher Alexander, que j'aime beaucoup, il parle de fitness. Il n'y a pas véritablement d'équivalence dans le mot, de ce mot en français. Et d'agency, qui aussi n'a pas de traduction française. À un moment donné, se produit exactement cette rencontre ou cette non-rencontre. Et c'est ce qu'on appelle la fitness. Et je crois que les créatifs, les gens comme Stark, que j'ai très bien connu, j'ai dû suivre ses enseignements, comme beaucoup, consistent à trouver exactement la bonne réponse au bon moment. Et comment on fait ça ? C'est pas technique. C'est notre capacité à être immergé dans notre environnement. On parle de style de vie. Mama Shelter, c'est en fin de compte sentir à un moment donné cette idée. Ça va le faire. Pourquoi ça va le faire ? En fin de compte, il y a une part d'intuition qu'on ne sait pas calculer scientifiquement, mais en réalité, il y a des personnes qui sont empathiques et qui savent, on parle de l'air du temps, vous voyez, des choses très, 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 très soft. Il y a un moment donné, vous pouvez décider précisément, parce que vous avez une toute petite fenêtre d'ouverture, et c'est
à ce moment-là que va se produire justement la bonne adéquation. Et toutes les idées dont tu parles, Laurent, sont souvent des idées qu'on a voulu forcer, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des idées transformées dans un processus industriel pour lequel on a décidé et décrété que c'était l'innovation et que les gens vont l'apprendre. Le problème, c'est que les gens, c'est nous. Et nous, on reçoit. Et la question de l'idée, sans la question de la réception, sans la question de se préoccuper de comment les gens vont vivre, se mettre dans leurs chaussures quand ils arrivent avec leur petite valise, ils n'aiment pas voyager, se mettre dans cet effort, qui n'est pas un effort difficile d'ailleurs, c'est juste, une fois pour toutes, cesser de se penser comme étant égocentré. Malheureusement, toute notre culture occidentale est centrée là-dessus. Et commencer à faire, ou comme un artiste, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est égocentré, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ses intuitions, son intérieur, il voit des choses, il assemble, il se dit ça, tiens, je le mets dans le coin de ma mémoire. Moi, je fais ça tous les jours. Hein. Et à un moment donné, pouf, 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 ça s'assemble. Alors, ne me dites pas pourquoi. Mais c'est en réalité, après, ça devient une expérience. Et puis quand on a passé 30 ans, 40 ans, vous le faites sans même le remarquer. Les gens disent, voyons, ça demande 2 minutes. Ça a demandé 2 minutes à Philippe Starck, même pas. Ça lui, c'est juste que quand vous êtes sorti, pouf, d'un seul coup, il s'est dit, en prenant son café, il a dit, oh, c'est con, j'aurais dû leur dire ça. Non, mais c'est ça qui s'est passé. Et en réalité, c'est parce que le processus de design to cost, qui est en général une contrainte ou un faisceau de contraintes qui vient un peu plus fort, eh bien, c'est réduire le champ d'opportunités qui sont là. Mais l'autre aspect, c'est cette empathie qu'on a vis-à-vis des autres. Et ça, c'est la différence entre l'art et travailler dans son régime intérieur et le design. Où un designer va dire, c'est pas mon sujet, c'est pas ma vie, c'est pas ma personnalité. Pour certains, dans le cas de Starck, il en a fait une com, donc il vend son nom, c'est son régime. Mais pour moi, qui travaille pour Dassault, pour Renault, pour Cadillac ou Chevrolet, c'est pas du tout mon cas. Mon cas, c'est de me dire, la personne qui va être, comme pour Mama Shelter, dans ma voiture, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Quel type d'expérience je vais designer pour elle? Et pour ça, il faut que je comprenne le sens de l'air du temps. Et ça, c'est quelque chose qui demande un travail réel, qui est complètement sous-estimé, qui consiste à passer son temps à regarder, à observer, à être curieux, à mélanger, à agréger, à dire ça va me servir, peut-être ça me servira pas, c'est pas grave. Il y a un côté kleptomane de l'air du temps quand on est designer. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le cerveau, c'est une machine absolument extraordinaire. Je sais qu'il y aura une question sur l'intelligence artificielle, mais ce cerveau est absolument extraordinaire. Et si vous laissez, et si vous ouvrez tous, chacun d'entre vous, si vous vous ouvrez à votre environnement, vous pouvez créer ces moments, ces inférences particulières que Christopher Alexander appelait la fitness. C'est très utilisé en architecture, très utilisé en design, et c'est ce qui permet, lorsqu'on est designer auprès de tas d'autres personnes, des financiers, des entrepreneurs, on est en train d'investir dans des millions d'euros de projets, et vous êtes là, et vous arrivez et dites, mais pourquoi vous ne faites pas ça, ça et ça, et vous le mettez là? Ils vous regardent tous en disant, mais comment elle a fait? On n'a rien fait. On a juste, à un moment donné, instancié la fitness. Très bien, le temps passe, il y a beaucoup de questions, donc on va enchaîner avec la question suivante, si vous voulez bien. Bonjour, je suis Priscilla Meza-Samira, étudiante à Epitech Digital, et j'ai une question pour Monsieur Laurent Chorin. Comment stimuler la créativité des membres d'une équipe? Alors ça c'est... Je ne vais pas répondre d'expérience personnelle, je vais vous donner un élément qui fait partie d'une étude que Google a menée. Google a mené 2 grandes études importantes en 2012 et en 2015. En 2012, ils se sont dit qu'est-ce qu'un grand leader? Et ils ont étudié leur leader à succès chez Google. Et en 2015, ils ont fait une enquête sur c'est quoi une équipe qui marche bien. Autrement dit, c'est quoi les équipes performantes? Et je vous passe les détails, mais... Ils ont réussi à tirer de 183 projets étudiés chez Google 5 règles, sauf que les 4 dernières dépendent de la première. C'est-à-dire si la première n'est pas là, les 4 dernières ne fonctionnent pas. Et la règle numéro 1, c'est ce qu'ils ont appelé Psychological Safety, en écho des travaux d'une prof de Harvard qui s'appelle Amy Edmondson.
la notion de psychological safety, il ne faut pas la traduire par sécurité psychologique, mais par sérénité psychologique. Donc, pour répondre juste par cet exemple, il y aurait plein de façons de répondre, mais je vais faire cette réponse-là. Il faut qu'il y ait dans l'équipe le sentiment qu'il y a une sérénité psychologique. Et malheureusement, ça ne dépend pas du leader. C'est-à-dire que ce n'est pas le leader qui crée cette sérénité ou pas, c'est les pairs. Si vous avez un leader très très ouvert, bienveillant et qui fait attention à vous, mais que les pairs vous dégoisent tous les jours, etc., vous serez en sentiment absolu d'insécurité ou de non-sérénité psychologique. Donc la réponse que Google a donnée après vraiment un travail très profond de recherche et d'études, qui venait confirmer les travaux de Amy Edmondson, c'est qu'il faut qu'il y ait un climat de sérénité psychologique qui va favoriser à partir de là la créativité parce qu'il n'y aura pas d'inhibition, vous voyez, si je le résume de manière un peu vulgaire. C'est-à-dire que vous allez créer un climat où les gens ne vont pas avoir de problème à exprimer des idées. OK ? Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ou sinon il peut vous en inventer une autre si elle ne vous convient pas? On est bien avec ça. On passe à une autre question. Bonjour, Lorenza Tacourt de Supinfo. J'ai une question pour Mme Meriva. Donc, parlez un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, je reprends. Lorenza Tacourt de Supinfo, j'ai une question pour vous. Alors, ma question, c'est pensez-vous qu'un environnement de plus grande diversité socio-culturelle améliore la qualité des idées? Si oui, comment peut-on le mettre en œuvre? C'est évident. La diversité, c'est une évidence. En fait, c'est de la multiplicité des expériences de chacun, des générations, des cultures, des histoires, que vont naître les projets les plus pertinents pour moi. Donc, c'est une question qui n'en est pas une qui est fondamentale et qui est évidente. Et plus concrètement, si je rattache ça à ce que nous faisons chez Citeo, en fait, c'est justement aller chercher des gens qui ne se parlaient pas avant, qui ont des intérêts divergents, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire en sorte qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions. Bonjour, Hugo Masseron de IArtSup. Ma question à moi, elle s'adresse un peu à tout le monde. Est-ce que vous pensez que aller trop loin dans le développement d'une idée, ça peut devenir dangereux? Est-ce qu'aller trop loin dans le développement d'une idée, ça peut devenir dangereux? Êtes-vous des apprentis sorciers? C'est pour vous, Serge? Oui, bah moi, tous les jours, c'est l'idée de pousser l'idée à son maximum. Ça va dans le sens des expérimentations, ce qu'on dit tester, expérimenter. Il faut aller jusqu'au bout, voire même au-delà du bout. Ça fait peur. Bien évidemment, travailler et être créatif, quelquefois, ça implique d'être d'abord très clairement pas du tout conformiste, mais ça veut dire aussi reconsidérer cette question de la peur. J'en ferai une petite ellipse. On vit quand même une période un peu difficile pour la créativité parce que la peur et surtout la gestion du risque, ne surtout rien faire pour garantir des résultats, font que de plus en plus, on se pose justement cette question. Est-ce qu'une idée peut aller très loin? Bon, je pense qu'une idée, elle n'a pas de limite. Sa limite, est finalement, c'est le topos dont on parlait tout à l'heure, dont parlait Laurent, vis-à-vis du leadership, ou le milieu, ou l'environnement. C'est comment on circonscrit un environnement dans lequel une idée va s'épanouir. Et c'est un petit peu comme l'agriculture ou la permaculture. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment fermer des idées d'infini, qui sont d'ailleurs associées à cette idée très occidentale d'un progrès infini. Fermer, c'est une question d'économie circulaire, de design circulaire. Et donc la question, elle se pose plus sur l'idée. C'est plus une question d'idée, c'est une question... Quels sont les paramètres que je donne à la définition du cadre dans lequel ces idées vont se faire? Donc une idée, peu importe où elle va, ce qui compte, c'est où elle s'exprime. Et un des grands dérailleurs du leadership, c'est le fait de vouloir toujours gagner. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de succès sont des gens qui ont un historique de victoire permanente. Donc ils veulent tout le temps gagner. L'exemple classique, c'est vous rentrez chez vous le soir et puis il y a votre partenaire de vie qui est là et qui vous dit « j'ai une journée difficile ». Et c'est quoi votre réponse? C'est « Attends, t'as une journée difficile? Je vais t'expliquer ce que c'est qu'une journée difficile ».
Et elle n'est pas finie, votre journée difficile, dans ces cas-là, vous voyez. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on veut toujours gagner. Et donc, la grande difficulté, nous, ce qu'on essaye de faire quand on développe des leaders, c'est de faire gaffe à ça, ce côté de le sang appelle le sang, vous voyez, la victoire appelle la victoire, il faut toujours gagner. Donc, quand je vous parlais de fixed mindset et de growth mindset tout à l'heure, c'est exactement ça auquel on fait attention, parce qu'on vit dans des mondes où l'ultra-compétition permanente a été quand même la norme pendant 60 ans, à peu de choses près. Je crois que le sujet sur les idées, ça rejoint une des questions que vous avez posées tout à l'heure. C'est sur le timing. Le succès du MAMA, c'est qu'il est arrivé au bon moment, où les gens modifiaient leur façon de voyager, où il y avait tout un ensemble de choses, où la structure familiale se changeait, les couples divorcent. Il y a donc toute une donnée différente sur la façon d'aborder le temps du voyage. Le meilleur exemple pour moi du bon timing, de la bonne idée, c'est le Club Méditerranée, qui naît en 1950. La guerre vient de se terminer, les hommes, les femmes ont souffert 1000 souffrances, 1000 privations, et deux hommes qui, pour moi, alors sont vraiment des génies, Gilbert Trigano et Gérard Blitz, ont l'idée de créer le club qui va donner l'envie de revivre, l'envie de faire du sport, l'envie de refaire l'amour, de remanger, de tout un ensemble de choses. Et en même temps, le mauvais timing, par exemple au Club Méditerranée, on a essayé de lancer les croisières dans les années 50-60, le club a failli en mourir, c'était beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, l'industrie du croisière est devenue une industrie gigantesque. Quand on l'a lancé au début des années 60, ça n'a pas marché et c'était trop tôt. Donc je crois que la question, c'est effectivement, toutes les idées sont bonnes, il faut toutes les développer, il faut arriver au bon moment. Enfin, pour moi, c'est le sujet du timing. Mais est-ce qu'une idée... Démarrer et s'arrêter aussi au bon moment. Oui, mais justement, est-ce qu'une idée ne nécessite pas d'aller trop loin? Est-ce qu'on aurait aimé le Club Med s'il n'était pas allé aussi loin, finalement? Est-ce que c'est pas le destin d'une idée? Je suis d'ailleurs moi-même choqué par cette question. Mais c'est quoi trop loin? Bah justement, c'est en y allant qu'on découvre où on va trop loin. Mais je suis moi-même choqué que des gens jeunes puissent poser cette Il y a une très très belle image de ça qui vient d'un penseur de management irlandais qui s'appelle Charles Endy. Il est sur la fin de sa vie. Si vous avez l'occasion, étudiez Charles Endy. Il appelle ça la second curve, la deuxième courbe, ou le deuxième souffle, si on veut le dire à la française. Endy raconte une histoire. Il vient des montagnes d'au-dessus de Dublin. Donc il est né là-bas. Et il dit, après 80 ans, je m'y perds toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication, c'est magnifiquement beau, mais on se paume, tout se ressemble. Et un jour, il doit aller donner une conférence sur les hauteurs à Avoca. Il prend la voiture, il se perd. Il s'arrête et il croise un de ses compatriotes. Il dit, hé, mon brave, comment je vais à Avoca? Tu lui dis, très simple. Première montagne, hop, deuxième montagne, on descend, on monte. Après, on traverse, il y a un pont. Tu vas voir, tu traverses le pont à ta gauche, tu vas voir un bar rouge qui clignote. Ça s'appelle Davis Bar. Il dit, t'as compris? Il dit, ah ouais, c'est très facile, une montagne, deux montagnes, tout droit, tac le pont à gauche, Davis Bar, ça clignote. Il dit, bon, un demi-kilomètre avant, tu tournes à droite. Et il dit, mais il faut être irlandais pour donner une indication pareille, tellement c'est con, quoi, vraiment. Il dit, comment je peux savoir que je suis un demi-kilomètre avant? Mais en fait, vous voyez, Charles Endy, c'est là que c'est un garçon brillant, il a dit, bah oui, mais en fait, c'est ça la vie. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de tourner le demi-kilomètre avant, je finirai ma vie en buvant des bières à Davis Bar. Et c'est ça tout le problème. La difficulté, elle est celle-là. C'est que c'est le demi-kilomètre avant, pour le dire comme ça, en fait. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, et ça va dans le sens de ce que Cécile fait. On a cette idée de linéarité. La question, c'est à quel moment on pense que l'idée va trop loin. Une idée, elle n'a pas une direction. Une idée peut partir en une myriade de micro-idées, certaines qui vont rester sur le côté, qui sont prêtes à fleurir plus tard, d'autres qui vont... Donc cette idée de linéarité qui est que l'idée est le démarrage d'un processus de productivité, donc d'exploitation de la créativité en forme d'idée vers une innovation, là, je crois qu'en effet, on peut aller trop loin. Et je m'exprime là très clairement au regard de ce qui est le monde qui vient, où on a pensé que finalement une très très bonne idée de départ, si elle produit une très très belle innovation, et ça a été le cas dans beaucoup d'objets du quotidien, à commencer par la voiture que je connais très très bien, pour se rendre compte qu'à un moment donné, mais bien plus tard, que c'était peut-être pas une si bonne idée, au regard du CO2, du climate change, au regard de tout ce que l'on cherche à faire aujourd'hui pour vivre de manière durable et vivable dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi donc un rapport au temps. Je reviens, j'essaye de raccrocher à la thématique. C'est que je crois qu'il faut qu'on sorte de cette idée de linéarité et qu'on commence à aborder le sujet. Il y a l'approche circulaire. Moi, j'aime beaucoup l'approche fitness, c'est-à-dire très organique, qui nous vient du vivant,
où les choses qui doivent se faire et qui sont pertinentes et qui ont une raison d'être, comme le fait le vivant, il sélectionne et à un moment donné, il dit ça va marcher. Et cette notion de fitness, c'est ça. Donc, ce type d'idée qui se déploie, une idée qui va trop loin, elle meurt. Elle meurt si le cadre dans lequel elle s'exprime est un cadre qui privilégie le vivant et donc qui permettra pour des humains, nous, éthiquement, de manière responsable, qu'on décide que cette idée ne doit pas aller plus loin. Les métaverses dans lesquels on peut tuer et faire ce qu'on veut, par exemple. J'avais même chez Renault s'arrêter à temps. Ou bien de le faire organiquement. Il y avait même chez Renault une voiture qui s'appelait Avantime, c'est juste, qui n'a pas marché, et pourtant qui avait un nom... Moi, j'en cherche une, la grise orange est magnifique. Elle n'a pas marché, et ça n'a rien à voir avec son design, hein, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, on va... Alors justement, on va faire le pont. On parlait de métaverse. Le temps file. Hein. Il y avait une question sur l'intelligence artificielle. J'aimerais bien que vous la posiez parce qu'elle est vraiment cruciale. Ils l'ont perdue. Ben voilà. Bonjour. Est-ce qu'un robot peut nous poser cette question? Moi, je m'appelle Solène Nera, je suis étudiante à IARTSUP. Et notre question, c'était est-ce que les intelligences artificielles pourront être un jour créatives? Peut-être pas autant que les humains, mais un minimum. Bon, je vais commencer, mais je vais laisser quand même. Mais je vais commencer. Je travaille tous les jours avec des intelligences artificielles. Ils sont super sympas. En réalité, une intelligence artificielle fait ce qu'on a déjà toujours su faire. Donc, on est clairement dans l'aspect de ce qu'on appelle la créativité productive, ce que je disais tout à l'heure. Si vous connaissez votre idée ou vous avez la possibilité de cerner un sujet, l'intelligence artificielle est un partenaire de choix. Pourquoi? Le principe d'une créativité qui devient idée, c'est de faire beaucoup d'essais. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, c'est beaucoup de choses, mais moi ce que j'imagine, c'est la capacité de computation, computationnelle, de faire énormément d'essais-erreurs dans un temps très très court. Donc je la vois comme un partenaire de la créativité pour épuiser justement ce fameux topos dont on parlait, de cet espace dans lequel la créativité s'exprime, de façon à réduire très 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 vite toutes ces mauvaises idées, à condition d'avoir su identifier les bons critères. Critères éthiques, critères de poids, critères de coût, critères... Et là, l'intelligence artificielle, parce que c'est clair, va pouvoir vous donner une réponse. Eh bien, je vous dis, qu'est-ce que ça permet de faire? Quand vous êtes quelqu'un de créatif et qu'on utilise du generative design, donc on demande à la machine de calculer les options qui il nous faudrait des mois, des années, parfois des dizaines d'années. Là, c'est comme pour les vaccins, elle vous donne la réponse immédiate le soir même. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plus créatif, vous avez plus de temps pour faire autre chose, c'est-à-dire du cerveau humain, ce dont on a parlé, du fitness, de se soucier de la vie et du soin qu'on doit apporter à tout le monde, en créant des expériences qui font du sens, qui nous donnent envie d'être vivants. Donc ça, oui, moi je plaide pour une intelligence artificielle partenaire. Est-ce que dans le Circular Challenge, il y a eu des candidats donc, qui proposaient des solutions liées à l'intelligence artificielle qui pourraient nous inciter de façon créative, soit à faire le travail de tri à notre place ou trouver des nouvelles solutions? Alors oui, mais juste avant, je voudrais revenir et compléter peut-être le propos de Anne. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle est certes créatrice de valeur au sens économique parce qu'elle permet d'optimiser et de produire plus vite, mieux, etc. et de gagner du temps et du temps de cerveau disponible, etc. Mais pour autant, moi, j'introduirais quand même une petite nuance sur le fait que pour moi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une force créative en soi, dans le sens où on n'évoque pas le sujet de l'émotionnel, le sujet de la sensation, le sujet des sentiments. Voilà, donc je ne suis pas une experte de l'intelligence artificielle, mais voilà ce que je pouvais partager avec vous, et pour moi c'est important, et elle reste un outil au service d'un sens, d'une émotion humaine. Et pour revenir à ta question, au sein de Circular Challenge, on a évidemment identifié des solutions d'intelligence artificielle, et notamment sur un sujet qui nous concerne tous, c'est
c'est comment travailler sur le sujet de la transparence et des interactions entre les différents maillons de l'économie circulaire. Et là, je veux parler très concrètement de la traçabilité des produits, la traçabilité des emballages. Comment on va pouvoir travailler sur une meilleure qualité du cycle de ces produits, comment on va pouvoir les caractériser au mieux et comment on va pouvoir être certain que ce produit est créé à un endroit A et il va retourner dans une boucle circulaire. Donc c'est très concret, hein, ça s'appelle des sujets d'intelligence artificielle avec application blockchain sur la traçabilité des emballages. Ça inclut aussi le life cycle management, enfin tout ce qui est LCA, CV et autres. Oui, donc on est complètement alignés. Parce que là, je peux vous dire que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire des bonds quantiques en matière de transformation rapide de nos façons d'appréhender la sustainability. Laurent, ça peut être toi qui travailles sur de la matière humaine, est-ce que tu sens le spectre du chômage te rattraper ou tu t'apprêtes à négocier des contrats avec des robots? En plus, t'imagines, nous, dans notre métier, on nous a dit qu'on était 3e sur la liste des jobs qui allaient disparaître. La réalité, c'est qu'en 5 ans, on a fait plus 8% d'emplois. Donc, la notion de singularité, vous savez ce terme qui désigne le moment où l'intelligence artificielle prendrait le pas sur l'intelligence humaine. On rêve un peu. Enfin, il y a un bouquin de Luc Julia qui explique ça bien et on peut pas lui reprocher de pas y croire puisque c'est son métier. Mais non, moi, ce qui me frappe plus, c'est qu'il y a un corollaire humain qui va avec l'intelligence artificielle. Curieusement, c'est la multi-activité, c'est le slashing, ça s'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on va avancer dans des formules d'intelligence artificielle, plus la notion de travail va se dissocier de la notion de concentration sur une tâche. Et donc, d'un côté, les entreprises ont pu travailler autour seulement du modèle, c'est déjà commencé depuis longtemps, de l'emploi CDI, comme vous l'appelez comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses. On a des contracteurs, on a des consultants, on a des sous-traitants, on a tout ce qu'on veut, c'est un écosystème. Mais du coup, pourquoi seule l'entreprise ferait ça? Aussi, les individus, et dans un marché de l'emploi qui a tendance maintenant à devenir favorable aux salariés plus qu'à l'employeur, eh bien, on va vers ça. C'est-à-dire un moment aussi où personne n'aura envie de faire qu'une seule chose. Et donc, le monde du travail de demain, ce que Peter Drucker appelait les knowledge workers, les travailleurs du savoir, ce seront probablement des gens qui n'auront pas une vie professionnelle dédiée à une entreprise, mais qui, peut-être, dans la journée ou le midi, travailleront chez Mama Shelter, le soir seront artistes, la journée seront photographes, feront de l'audit un peu de temps en temps. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc en fait, il y a le corollaire humain de l'IA, c'est l'évolution vers d'autres formes de travail que celles qu'on connaît et quand même auxquelles on a été attaché pendant plus de 60 ans. Donc ça, c'est un avenir qui a commencé là. Moi, je voudrais prolonger la question en me retournant à nouveau vers la plus scientifique d'entre nous. Est-ce que avec les ordinateurs quantiques, il ne va pas y avoir un développement de l'IA qui va, là, franchement, nous surplanter à tous les niveaux? Alors, le quantique va nous permettre de faire des calculs qu'on fait dans un temps donné. Aujourd'hui, je ne donnerai pas les chiffres, je suis très nulle avec les chiffres, je suis designer. Dans des rapidités qui sont telles que les sujets connus et sur lesquels on cherche à avoir très rapidement les réponses, c'est-à-dire des sujets connus, c'est des sujets qu'on sait exprimer, qu'on sait grammaticalement entrer et proposer à l'ordinateur. Alors là, oui. Et donc là, il y a un avenir absolument extraordinaire. Pour autant, on parle beaucoup de ça. Et on parle insuffisamment de la nécessité qu'il y a de mettre en parallèle une transformation, en effet, sociale, sociétale du monde du travail, j'ai envie de dire, du monde de l'œuvre, parce que ce qui était décrit tout à l'heure, c'était comment on va œuvrer demain et non pas travailler ensemble, peer-to-peer. J'aime beaucoup Michel Baumann avec son approche de fondation peer-to-peer, où l'idée consisterait à associer à des calculs hyper rapides de simulation de choses dont on a déjà plus ou moins les conditions de la question et une intention, donc typiquement l'innovation, pour l'économie circulaire. Et de l'autre côté, la mise en place de nouveaux réseaux, des networks complètement plats, peer-to-peer, créatifs. Cette nouvelle force de la creative class. Et là, ces ordinateurs quantiques, c'est pas tellement sur le calcul qu'on va les chercher, c'est plutôt dans, je l'espère, la possibilité d'avoir une force qui va contrebalancer, qui va rééquilibrer de façon à rester harmonieux dans notre développement en termes d'humanité avec les objets techniques et ces solutions techniques de solutions de computation, et de continuer à avoir des gens qui se préoccupent de nos expériences, de savoir comment on va vivre, comment on va avoir le plaisir d'être ensemble, se déplacer, se rencontrer, manger, boire,
dormir, se soigner, tout ça, de le faire avec un parti pris humain. Donc peut-être donner à la machine ce qu'on a toujours fait, hein, c'est jamais que l'étape ultime, d'améliorer notre qualité de vie en lui donnant les tâches qui semblent les plus rebutantes pour nous permettre d'améliorer la vie. Et cet équilibre s'inspire aussi du fait que, je l'espère, ce ne sera pas uniquement pour une partie de la population, mais que ce sera pour la population humaine entière, et que j'espère qu'il y aura de ce fait des rééquilibrages avec les Suds et toutes les zones du monde. Donc j'espère qu'il y aura des mama shelters partout dans le monde. Serge, tu avais une réponse, je crois. Toi, tu n'as pas besoin d'intelligence artificielle, tu as tes enfants, donc déjà le relais est trouvé. Non, mais l'intelligence artificielle va aussi s'appliquer à l'hôtellerie. Elle a des applications, elle va permettre de personnaliser les besoins des gens, de mieux anticiper leurs besoins. Et nous, on travaille actuellement à nouveau avec Stark et mes fils sur un nouveau concept hôtelier. Et la question, ça va être de savoir jusqu'où on va aller dans la robotisation, dans presque la déshumanisation. On est pris entre la difficulté aujourd'hui de trouver du personnel pour travailler dans les hôtels, la possibilité de remplacer ce personnel par des machines, mais l'envie des clients d'avoir quand même des contacts humains. Et donc, si on arrive à résoudre cette équation, on est définitivement des génies. Sinon, on est ruiné. Et c'est la question de la suite. Voilà. Eh bien, je crois que c'est la dernière réponse, la dernière question, puisqu'en tant que timekeeper, nous arrivons, hélas, à la fin de ce sujet. On aurait bien aimé continuer plus longtemps. Désolé pour notre panel qui n'a pas pu poser toutes ces questions. Et merci infiniment. À nous de vous applaudir aussi pour votre présence. Bonne Cité de la Réussite. Voilà.